Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, tout travail mérite sa bière. Produit par Bralico. Bonjour, vous regardez, écoutez le podcast Ici on en parlait. C'est un réel plaisir d'être avec vous pour ce nouveau numéro. Si vous ne voyez pas son visage, faites au moins attention à ses chaussettes. Elles sont toujours rouges. Monsieur Stanislas Zézé, c'est un honneur. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Kaba. Vous êtes à Brazzaville, pas sur notre invitation, mais sur l'invitation de Monsieur Loïc Makossé et toute sa Dream Team autour pour une masterclass. Absolument, absolument. Et Loïc est un jeune frère que je trouve très battant, qui bosse très bien et qui partage la même vision que moi sur l'Afrique. Une Afrique solidaire, une Afrique de compétences, une Afrique d'excellence. Et donc, justement, il m'a proposé de venir animer une masterclass sur l'entrepreneuriat, permettre aux jeunes Congolais de réaliser que le développement de leur pays va dépendre d'eux-mêmes et va se baser surtout sur le secteur privé. Et qui dit secteur privé, dit entrepreneur. Et ce sont les entrepreneurs qui créent les entreprises. Créer les entreprises, oui. Donc, il est extrêmement important de créer ces entrepreneurs-là. C'est vrai. De leur faire prendre conscience, de faire sortir l'entrepreneuriat de leur corps. J'ai déjà retenu qu'il faut créer les entrepreneurs parce que ce sont les entrepreneurs qui créent les entreprises. Absolument. Monsieur Zézé, comment vous définissez vous-même? Alors, je me définis comme quelqu'un qui a une mission de vie, celle d'impacter positivement les autres. Rien n'arrive au hasard. C'est-à-dire que si je suis arrivé à ce niveau de réalisation, c'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres. Je pense que j'ai une mission de vie. Et cette mission, je pense que je suis en train de la réaliser parce que je me rends compte de l'impact que ça a. Et l'impact, il est réel, il est palpable, je le vois. Et j'ai appris à pouvoir m'exprimer sur tous les sujets. C'est pourquoi j'aime pas qu'on m'enferme dans la finance ou qu'on m'enferme dans l'économie. Mais qu'on me voit comme quelqu'un qui peut se prononcer sur tout, qui a une opinion sur tout. Et c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose que je construis toute ma vie. La capacité d'avoir une culture générale qui permettrait de pouvoir adresser tous les sujets. Et c'est pourquoi j'ai choisi les études que j'ai faites, dont je suis diplômé de droit. Vous êtes diplômé de droit. Diplômé des sciences politiques. De sciences politiques. Diplômé des sciences économiques. De sciences économiques. Et diplômé d'administration publique. Mais vous avez fait le tour. Ben voilà, justement. Et j'ai fait le tour parce que c'était vraiment ça la logique. Je crois qu'aujourd'hui, je pense m'être construit justement cette personnalité-là qui me permet d'influencer positivement, qui aussi je me mets aussi dans une situation de Big Brothers, donc qui va responsabiliser aussi les jeunes. C'est ça. Je crois qu'on infantilise trop les jeunes Africains. Oui. Il faut les responsabiliser et leur dire, les gars, développer cette Afrique, c'est votre responsabilité. C'est la responsabilité de personne d'autre. Exiger de ceux qui sont supposés créer l'environnement, donc le public, donc les politiciens, exiger d'eux de créer l'environnement pour que vous transformez votre potentiel en opportunité. Mais n'exigez pas d'eux de transformer votre potentiel en opportunité. Cesserez vous mettre en position de faiblesse et cesserez vous inféoder à des personnes qui ne sont pas responsables de votre vie en réalité. C'est ça. Voilà. C'est vrai qu'on se remet beaucoup aux politiques. Absolument. On a une perception des prérogatives des politiques. Chacun a sa définition et confère même le rôle qu'il veut aux politiques. Absolument, parce qu'on veut toujours trouver un bouc émissaire. C'est vrai. Pour ce qu'on n'est pas sûr de pouvoir réaliser. Ce que je dis toujours aux jeunes, c'est OK, vous avez trouvé le bouc émissaire, fine, mais ça ne change pas votre situation. Votre réalité. Votre réalité reste la même. Même si vous avez bonne conscience parce que vous avez trouvé un responsable, mais sauf que le responsable, lui, continue de vivre sa vie et vous êtes suspendu. Parce que vous estimez que tant que le responsable ne fait pas ce qu'il est supposé faire, votre vie s'arrête. Et c'est tant pis pour vous. Dans le paysage médiatique, on se dit que celui qui a réponse à tout, finalement, n'a pas d'opinion. C'est faux parce qu'on a une opinion sur tout. C'est des sujets différents. Donc, si j'ai plusieurs opinions sur un même sujet, oui, je peux comprendre cette conclusion. Mais si j'ai une opinion sur différents sujets, au contraire, je suis un sage.
D'accord. Vous allez peut-être répéter ça pour les malentendants. Non, c'est ce que je dis. Si j'ai plusieurs opinions sur un même sujet, oui, finalement, je n'ai pas d'opinion. Mais si j'ai une opinion pour chaque sujet qu'on me soumet, je suis un sage. Mais comment on fait pour avoir une opinion sur chaque sujet? Ça se construit. C'est ce que je dis. Ça se construit. Il faut être observateur. Il faut être cultivé. Il faut s'amuser à vouloir résoudre tous les problèmes du monde. Même Et ceux donc, qui ne nous concernent pas. même ceux qui ne nous concernent pas. Finalement, tout nous concerne. C'est parce vrai. que nous sommes dans un monde qui est interconnecté. Donc, c'est vraiment réfléchir à tout ça. Et je suis un sapio, je suis un grand intellectuel. Je m'intéresse aux gens de par leur intellect, en réalité. Je ne m'intéresse pas aux gens de par leur statut dans la société ou de par leur situation sociale. Mais surtout de par leur intellectuel, la capacité de changer avec les gens, la capacité de discuter avec les gens, capacité d'interagir avec des gens qui ont des opinions aussi sur différents sujets. Voilà. Et c'est bien d'être spécialiste, mais c'est mieux de pouvoir s'exprimer sur tout. Ça demeure une opinion, naturellement, c'est peut-être pas scientifique, mais finalement, est-ce que ce ne sont pas nos opinions qui nous permettent de mettre en place des politiques publiques? C'est ça. Ceux qui mettent des politiques publiques en place ne sont pas des experts. C'est vrai. Voilà. C'est ce qu'ils pensent des choses. On leur propose des études, ils lisent, mais ils formulent une opinion qui est subjective, naturellement basée sur des études, basée sur des conseils. Sur des réalités. Elle demeure subjective, elle demeure leur opinion. Bon, parfois, ils vont même contre leur opinion, parce que pour des circonstances, ils sont convaincus du contraire, mais ils décident justement d'aller dans un autre temps, à contresens, on va dire. Alors ça va. Ça, c'est surtout les décisions difficiles des fois que les politiciens vont à prendre. C'est-à-dire que dans une logique de compromis ou dans une logique de régler une situation, atténuer une situation ou désamorcer une bombe, vont peut-être penser quelque chose et choisir quelque chose d'autre parce qu'ils estiment que ça va résoudre le problème. Mais je crois que moi, je suis plutôt dans la logique de dire les choses peut-être différemment, mais dire les choses que je pense. C'est en ça que je pense que la forme est aussi importante que le fond. Que le fond, c'est vrai. Et si vous voulez qu'on s'intéresse au fond, il va falloir corriger la forme. Sinon, les gens restent sur la forme. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. J'aimerais bien qu'on s'intéresse au jeune Stanislas Zézé dès le départ. OK. L'enfant qu'il a été, l'adolescent qu'il a été. Alors, parce qu'aujourd'hui, on a l'homme mature qui Mhm. renvoie à une idée qui inspire et qui a des propos justes, Ouais. qui est convaincu de son parler, de ses convictions, qui les partage. Mais le jeune, il était aussi sûr que le Alors, sage qui est devant moi. oui, le jeune Stanislas Zézé a très vite pris conscience. Je suis né d'un père militaire qui d'ailleurs a créé les services secrets ivoiriens, donc qui était à la tête des services secrets ivoiriens. Mon père est décédé quand j'avais 18 ans, donc j'ai mûri très vite. Et je me suis rendu compte à 18 ans que tout ce qu'il m'a appris ressortait. Je me suis rendu compte qu'il m'a appris comment affronter le monde. Et je lui posais la question aussi, je lui dis, mais tous ceux qui sont autour du président Houphouët sont très riches. Comment ça se fait que nous, on vit correctement, mais pourquoi on n'est pas riche? Il souriait toujours pour me dire, la dignité d'un homme le rend libre. Bon, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il raconte lui? Et je me suis rendu compte. Et cette dignité, c'est aussi la construction de l'homme. Vous construisez, vous êtes dans un environnement où vous voulez le contrôler, le dompter. Et ça se construit. Et j'en ai pris conscience très tôt. Et donc, ça veut dire que tout ce que je faisais, je le faisais consciemment. Cette construction, elle était consciente. L'idée, c'était de développer ma capacité à maîtriser la psychologie de mon environnement. C'est vrai. Et la psychologie de mes interlocuteurs. Parce qu'en réalité, si vous voulez avoir de l'impact dans un environnement, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et donc ça, j'ai développé très tôt. Et donc j'ai été très tôt un adulte. Et j'ai été très tôt
je me suis mis très tôt dans la réflexion des problématiques métaphysiques, des problématiques de la côte de l'Afrique, de comment les Africains sont perçus. Et d'ailleurs, la création de Bloomfield découle un peu de ça. Ah oui. Alors, je travaillais à la Banque mondiale à Washington et je faisais des missions et je me rendais compte de l'approche totalement biaisée de l'évaluation des risques sur le continent, avec une approche cliché. Donc l'Afrique est présumée coupable jusqu'à ce qu'elle puisse prouver qu'elle est innocente, alors que le reste du monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'ils sont prouvés coupables. Incroyable. Et je dis, il faut qu'on déconstruise cette narrative-là et reconstruire une nouvelle narrative. Déconstruire déjà ceux qui perçoivent l'Afrique comme ça. C'est ça. Et ensuite, déconstruire ça chez l'Africain qui finalement a intégré ça. Il a bien adopté. Voilà. Et donc, je regarde comment ils évaluent l'Afrique et je dis, il y a un problème. Nous, on va pas se plaindre parce que je déteste victimiser. Je veux prouver le contraire toujours de ce que les gens pensent. Mais ça, on le fait en faisant ses preuves. Et donc, on a décidé de créer cet agent de notation financière avec une approche différente et une approche endogène. Alors, ça ne veut pas dire que je sacrifie les standards d'évaluation. D'évaluation, oui. Non, c'est les mêmes standards, c'est la même méthodologie, mais c'est une autre approche. Une autre approche. Parce que qu'est-ce que les agents de notation internationale disent? Ils disent, on va universaliser le risque. On va présumer que tout le monde emprunte en dollars et tout le monde rembourse en dollars. On va analyser les gens sur cette base-là. Sauf que les pays africains ont des économies de rente. Et quand on est dans une économie de rente, notre niveau de réserve des devises est faible. Parce qu'on vend, on collecte des devises, mais on utilise ces mêmes devises pour importer les produits finis qu'on ne produit pas, qui sont beaucoup plus chers que nos matières premières. Donc, notre niveau de réserve des devises est faible. C'est vrai. Donc, si on part du postulat que la notation financière, c'est évaluer votre capacité à rembourser et à rembourser en dollars, donc moins vous avez de dollars, plus votre note sera mauvaise. Exactement. Donc, même si vous avez une économie qui performe et qui dégage du cash flow, mais dans votre propre monnaie, mais pas en dollars, vous êtes toujours pénalisé. Donc, nous, on a dit, nous allons changer cette narrative, la déconstruire, et dire la notation en monnaie locale, parce que nous, on le fait en monnaie locale, va établir la vraie crédibilité intrinsèque. D'accord. Maintenant, la notation en devises étrangères va établir la capacité à rembourser en dollars. Ah, OK. Donc vraiment, là, on a deux choses différentes. Deux choses différentes, c'est vrai. L'investisseur dit, bon, voilà la crédibilité dans leur propre monnaie, dans leur capacité intrinsèque à faire face à leurs obligations financières. Et si jamais ils veulent aller sur le marché international, voilà leur capacité à pouvoir aller sur le marché international. Et vous le faites à l'échelle nationale? On le fait à l'échelle. On parle vraiment des nations, des pays. Des pays, à l'échelle des pays. Et donc, on se retrouve dans une configuration où l'investisseur se dit, c'est pas parce qu'ils sont mauvais qu'ils ont une mauvaise note. C'est à cause de la structure de l'économie. Donc maintenant, je regarde autre chose. Je regarde leurs notes, je vois qu'ils sont crédibles. Mais leurs réserves des devises sont faibles. Donc, ce que je vais regarder maintenant, c'est quelle est la flexibilité de leurs devises, de leur politique de transfert des devises. C'est-à-dire, si je prête en dollars, est-ce que même s'ils ont des devises faibles, leur politique est-elle flexible pour qu'ils puissent me rembourser en dollars? D'accord. Mais la flexibilité, là je ne comprends pas cette partie. Alors, la flexibilité, c'est qu'il y a des pays qui vont dire, parce qu'on a des réserves de devises faibles, on va serrer la politique des transferts de devises, on va limiter la possibilité des entreprises d'exporter les devises. D'accord. Donc, si je suis société X, que je dois l'argent à quelqu'un à Paris, et que la politique dit, si je dois $1 million je ne peux pas, par an, et on me limite à 500 000. À 500 000, oui, c'est vrai. Donc, si c'est difficile pour moi de rembourser 1 million, parce que je suis... Même ça, c'est pris en compte au niveau des finances, de l'économie. C'est incroyable. Mais absolument. Pour nous qui sommes, on va dire, utilisateurs communs, bons vivants, experts dans la communication ou d'autres choses, c'est anodin. Non, tout ça, c'est vrai qu'on arrive, on me dit, le transfert, ça serait à $1 000 par personne. On se dit, bon, voilà, c'est logique. Mais, voilà, on comprend que c'est un impact. Mais c'est un impact si on dit c'est limité à 1 000 et que vous devez 5 000. Ah oui.
Donc, vous faites défaut sur 4 000. C'est vrai. Pourtant, vous avez l'équivalent en CFA. Ah oui. Ah ben, c'est ça. Ah oui. C'est pourquoi je dis, votre vraie qualité de crédit, elle s'évalue dans votre propre monnaie. Parce que si vous avez l'équivalent de 5 000 $ D'accord. en CFA, mais vous n'avez que 1 000 $. Donc, si vous devez 5 000 $, vous ne pouvez pas payer 5 000 $ alors que vous avez l'équivalent de 5 000 $, mais en réalité, vous n'avez que 1 000 $ parce que le reste est en CFA. C'est ça. Donc, on va dire que vous êtes incapable de rembourser votre dette. Pourtant, vous avez l'équivalent dans une autre monnaie. C'est vrai. Ouais. Est-ce que ça n'a pas un impact aussi lorsqu'on doit acheter la devise? Parce que nous, on peut être crédible sur notre monnaie locale. Mais à un moment donné, on doit acheter la devise pour pouvoir la rembourser. Non, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que vous avez une qualité de crédit en devise et vous avez une qualité de crédit dans votre propre monnaie. Sauf qu'avant, puisqu'il n'y avait pas de notation financière en monnaie locale, on présumait que le fait que vous ayez mauvaise note en devises étrangères, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. C'est pas parce que vous n'avez pas suffisamment de devises, c'est parce que vous n'êtes pas crédible. On ne peut pas vous faire confiance. Alors que c'est deux choses différentes. On ne peut pas vous prêter de l'argent. Voilà. Et aujourd'hui, les choses, ça fait 18 ans qu'on exerce, on a vraiment changé la configuration de la compréhension du risque financier sur le continent. Et j'en suis très fier. On continue d'ailleurs. Et on a créé maintenant une autre structure qu'on appelle Bloomfield Intelligence. Et là, on fait de l'intelligence économique. Parce qu'il faut une intelligence économique. Alors, il faut avoir des informations qui nous permettent de prendre des décisions d'investissement. La notation financière nous permet de savoir si les gens vont pouvoir rembourser. Maintenant, on a besoin d'informations qui nous disent, si on est par exemple politicien, quel problème on a, comment on définit le problème qu'on a et comment on trouve la solution dans notre contexte. Parce que nous, c'est une logique d'analyse contextuelle. Des fois, vous avez des critères, des indicateurs économiques qui sont universels, mais en réalité qui ne sont pas pertinents dans l'évaluation d'un contexte. Du contexte de la réalité économique, c'est vrai. Quand on dit, par exemple, je prends un pays africain qui dit, j'ai baissé mon taux de pauvreté en 10 ans de 50% à 25%. On dit, mais bravo, c'est excellent. D'accord? Donc, la pauvreté n'est plus une priorité, puisque maintenant, c'est à 25%. Donc, c'est tenable. Donc, je vais regarder d'autres priorités. Et maintenant, vous lui dites, mais OK, c'est bien, mais les 25%, quel est le maximum qu'ils gagnent par mois? Par mois. Donc, et puis, on va regarder, on va dire, les 25%, là, ils ont maximum ça et en dessous. On vous dit 20 000 francs CFA. Vous dites, bon, il y a un problème. Il y a un problème. Non, et ceux qui ont 25 000 et 30 000, ils ne sont pas pauvres. Ils sont pas pauvres. 40 000, ils ne sont pas pauvres. Oui. Ici, à Brazzaville, Oui. vous touchez 100 000, vous n'êtes pas pauvre. Oui. Donc, en réalité, ça veut dire que la vraie pauvreté ressentie en fonction du niveau de vie ou de la cherté de la vie, finalement, au lieu de 25%, c'est peut-être 80%. C'est 80%, c'est vrai. Alors, si on reste sur 25%, ce n'est plus une priorité à adresser. Mais si on se dit, OK, 25%, mais le minimum, c'est 20%, ça ne correspond à rien ici. Ça ne correspond pas à la réalité. Donc, ça veut dire que mon vrai taux de pauvreté ressenti est à 80%. Donc, ma problématique, c'est de résoudre la pauvreté sur 80% de la population, non sur 25%. Non, sur 20%. Ah oui. Intelligence économique. Intelligence économique. Donc, analyse et information. Alors, très bonnes informations. Je prends un autre exemple rapidement. Le taux de chômage. Les gens ont tendance à lier taux de chômage avec taux de non-emploi. Donc, c'est-à-dire que le chômage à l'emploi. À l'emploi. Ça peut coïncider dans des pays développés, mais pas dans les pays sous-développés. C'est vrai? Mais sinon, en réalité, le chômage n'a rien à... Le chômage, ce n'est pas l'emploi. C'est quoi le chômage alors, la définition du chômage, c'est un chômeur, une personne qui n'a pas d'occupation. Et même si cette occupation n'est pas rémunérée, cette personne n'est pas au chômage. Alors, donc, ça veut dire que quand il y a des pays africains qui disent notre taux de chômage, c'est 3%. Les gens vont crier au scandale. Oui. Ils vont dire, mais attendez, les gens, il y a plein de chômage ici, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais ils n'ont pas tort.
Parce qu'en réalité, dans les pays sous-développés, tout le monde est occupé à chercher quelque chose. Tout le monde a une occupation. Mais nous, on lie automatiquement le chômage au manque d'emploi. Non, justement, c'est pas ça. On ne devrait pas le faire. Non, c'est pas ça, parce que les gens, c'est pas ça la définition. C'est du pas ça la chômage. définition même. Oui. Donc, c'est-à-dire que déjà, il y a un problème de compréhension. Donc, c'est pas ça la définition du chômage. D'accord. La définition, c'est ce que je viens de vous demander. C'est ça, c'est De vous le donner. manque d'occupation. Celui qui n'a pas une occupation, il est au chômage. Celui qui est occupé, s'il gare les voitures devant une banque, il n'est pas au chômage, puisqu'il est occupé. Non, mais même ça, cet emploi-là, ou cette occupation-là, est Maintenant, difficile à trouver. Alors, la réalité des pays africains, ce n'est pas le chômage, mais c'est la précarité de l'occupation. Parce que Ah cette oui. occupation, c'est dans une logique de subvenir à des besoins. Mais sauf que c'est précaire. C'est pas très rentable. Voilà. Donc la problématique de l'Afrique, ce n'est pas le chômage, c'est la précarité de l'occupation. Donc, L'occupation. si on lit sur l'emploi, on va dire la précarité de l'emploi. Par contre, si on est aux États-Unis et on dit le taux de chômage, c'est 4%. Ça correspond à la réalité parce que personne ne va être occupé à faire des choses qui ne rémunèrent pas aux États-Unis. Oui. Donc, si on le lie à l'emploi, ça aura beaucoup plus de sens dans leur Dans environnement leur environnement. que dans cet environnement. D'accord. Parce que eux, vous ne verrez pas quelqu'un en train de se débrouiller, garer les voitures pour se faire payer. Les gens cherchent du vrai boulot. Oui, c'est vrai. Bon, il y a quand même aussi des petits boulots. Non, même si c'est des petits boulots, comme il y a des règles de rémunération, Oui, ça fait syndicats, et ainsi de suite. donc les gens ont des rémunérations qui leur permettent de vivre. C'est vrai. Donc c'est ça notre spécialité, de dire on va poser les vrais problèmes pour pouvoir les résoudre dans nos environnements. Que de sortir des chiffres comme ça, qui dans notre contexte ne veulent rien dire, même s'ils veulent dire quelque chose ailleurs. Parce que si on prend la même chose sur la Suisse, pauvreté, on va dire en 10 ans, pendant que pays X en Afrique a baissé son taux de pauvreté de 50%, la Suisse a baissé son taux de pauvreté de 1%. Donc on va dire que le pays africain performe mieux. Mais oui. Sauf que là-bas, la base de pauvreté, celui qui est pauvre, c'est celui qui gagne moins de l'équivalent de 1,3 million. C'est vrai. C'est Bon, vrai. on n'est pas sur les mêmes échelles, mais ce n'est pas la même réalité. C'est vrai. Exactement. Vu Donc, comme ça, oui. voilà. Vu Donc comme ça, oui. on va dire qu'il a performé plus, mais en réalité, le pays africain a performé plus, mais n'a rien réalisé de concret, puisque eux, ils ont performé de 1%, mais le taux de chômage, le taux de pauvreté, est pauvre une personne qui a Oui, en c'est dessous d'1,3 million. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans ces cas-là, est-ce que c'est vous qui, j'ai envie de dire, démarchez les États, vous collaborez avec eux, ou c'est les États qui sollicitent votre expertise? Non, Comment ça se passe? enfin, c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Par exemple, là, on vient d'organiser des tables rondes. On a plusieurs produits. Là, on vient d'organiser des tables rondes. Dans les tables rondes, on fait une étude sectorielle qui détermine ce qu'on appelle la cartographie du risque d'investissement dans le secteur. On fait une analyse avec une note sur 10, avec différents paliers de risque d'investissement. Et nous faisons une présentation détaillée. Mais là, aujourd'hui, on est dans une logique où on l'a fait publiquement. D'accord. Et donc, le ministre de tutelle, donc, qui commande cette étude, va présider la table ronde. Moi, je vais la modérer. Il y aura 10 personnes du secteur qui sont acteurs du secteur. On va discuter ouvertement des forces, des faiblesses et des opportunités. D'accord. Et donc, ce rapport leur permet de prendre des décisions de politique publique quant à améliorer les opportunités dans le secteur d'activité, que ce soit en termes de structure juridique, d'opportunités pour les locaux, pour les étrangers, de réglementation, enfin, toutes sortes de choses, de performance économique, de financement. Et donc ça, ce sont des produits concrets qui permettent aux États de prendre des décisions, aux investisseurs de comprendre l'environnement du secteur d'activité et voir là où ils veulent investir, quelles sont les barrières pour y entrer, ainsi de suite, quel est le retour sur investissement auquel on peut s'attendre, quel est le risque qu'on prend de perdre son capital. On le fait au niveau macro également. D'accord. Mais ça, c'est les risques pays. Voilà. Est-ce que vous collaborez avec des structures, par exemple, comme Ariès Investissement au Congo, ou vous vous arrêtez juste au ministère de tutelle? Ah non, pas du tout. Pour avoir les bonnes données, les bonnes statistiques, les vraies réalités. Les données ont différentes sources. Oui. Il y a l'État qui a des données, il y a les secteurs privés, il y a les faits tiers. Non, on prend les informations de partout. Vous prenez les informations partout. Et on les retraite scientifiquement. Ah, ok. On les analyse, on les retraite scientifiquement. On les teste, on se rassure que ça correspond à la réalité. Donc, on fait un travail scientifique. Et ensuite, on sort
notre opinion et notre analyse qui permettent aux gens de prendre des décisions. Nous sommes une aide à la décision. D'accord. Décision secteur privé, décision secteur public, décision société civile, enfin, qui a envie de prendre une décision peut s'appuyer sur nos rapports. D'accord. Et vous êtes basé en Côte d'Ivoire? Basé en Côte d'Ivoire, on intervient dans 20 pays africains, Oh. dans 3 pays européens et un D'accord. pays asiatique. D'accord. Est-ce que vous l'avez déjà appliqué chez vous-même en Côte d'Ivoire? Mais bien Est-ce sûr. que ça marche? Parce que Et d'ailleurs, notre plus gros portefeuille est en Côte d'Ivoire. Et le mois prochain, le 16, on organise la 9e édition de la conférence RESPEI en Côte d'Ivoire, qui est devenue la conférence économique par excellence de la Côte d'Ivoire chaque année. D'accord. Alors, on le fait. On fait des tables rondes. On en a fait 2 là, dernièrement, la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc, oui, bien sûr, c'est en Côte d'Ivoire qu'on a commencé. Donc, on intervient plus en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. D'accord. Monsieur Zizi, vous êtes un spécialiste des finances, sans langue de bois. Quand on dit qu'un État doit... Ouais. Emprunter, c'est pas ça le problème. Mais c'est emprunter pour faire quoi? C'est la première question qu'on se pose la question. Est-ce qu'on emprunte pour créer de la valeur et de la richesse ou on emprunte pour investir dans des projets qui n'ont pas de retour sur investissement? La deuxième chose, c'est on emprunte, mais est-ce qu'on peut rembourser? Et la troisième chose, c'est comment on emprunte? Est-ce qu'on s'expose à une devise étrangère ou on emprunte dans sa propre monnaie? Le niveau d'endettement n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quelle est votre capacité à rembourser et vis-à-vis de qui vous êtes exposé. Donc, si vous empruntez pour investir dans du lucratif, donc pour investir dans une infrastructure, par exemple, qui va créer de la richesse, oui, c'est une excellente chose. Mais si vous empruntez pour construire des écoles, il y a un problème. Ça ne produit pas de la richesse. Il faut investir dans du lucratif qui produit de la richesse et de cette richesse-là, vous pourrez construire des écoles. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que vous empruntez pour investir dans quelque chose qui produit de la richesse et de cette production de la richesse, vous pouvez rembourser vos crédits, vous pouvez investir dans le social. Et aujourd'hui, les États africains ont tellement emprunté qu'ils se retrouvent dans une situation où ils ne font que recycler leurs dettes. Ils empruntent pour rembourser. Oh. Donc, ils n'empruntent plus pour investir, mais ils empruntent pour rembourser. Ah oui. Et donc, du coup, ils sont dans un cercle vicieux où ils empruntent, ils remboursent, et finalement, ils remboursent que les intérêts et le principal reste. Non. Et ils s'accumulent d'ailleurs. Regardez, il y a des pays qui ont accumulé des richesses et des richesses. Et aujourd'hui, qui se retrouvent dans des situations difficiles. Pourquoi? Parce que la mauvaise gestion. Parce que oui, emprunter, c'est bien. Avec les 3 points. Qu'est-ce que vous en faites? Mais qu'est-ce que vous en faites, Voilà. la gestion? Parce que si vous ne gérez pas bien, parce que quand vous empruntez, il faut rembourser. Sauf que si vous empruntez et que vous consommez, et que vous n'investissez pas pour générer plus d'argent, à un moment donné, quand il s'agit de rembourser, vous n'avez pas ce qu'il faut. D'accord. Donc après, vous êtes obligé d'emprunter ici pour rembourser là. Parce que plus vous empruntez et des différentes sources, après le niveau de service de la dette, donc le service de la dette, c'est le remboursement. Oui. Il croît. Beaucoup de pays africains sont à entre 50 et 80% de leurs ressources. C'est-à-dire que si vous gagnez 1 million par mois, vous prenez 700 à 800 000 pour rembourser les crédits. Non. Et donc là, il vous reste entre 300 et 200 000 Pour gérer tout le reste. Pour investir, Fonctionnaire. fonctionnaire. Donc, vous pouvez pas. Donc, vous êtes obligé d'aller emprunter pour venir compléter. Les pays africains, beaucoup vivent au-dessus de leurs moyens. Vous avez des revenus de 2 millions, mais vous avez des dépenses de 5 millions. Mais pourquoi on vit au-dessus de nos moyens? Alors, le vrai problème qu'on a dans notre pays, c'est le type de modèle politique qu'on choisit. Parce que tout va partir du modèle politique. Quand on choisit des modèles politiques de concentration de pouvoir, quand tout est concentré dans l'exécutif et qu'il n'y a pas de contrôle du judiciaire, c'est difficile de s'autocontrôler. Il y a une certaine me autonomie. semble-t-il. Oui, c'est vrai. Mais vous allez voir que les pays où il y a des contrôles, comme les pays, prenons par exemple les pays comme le Botswana, les pays comme la Namibie, où il y a des contrôles, où il y a une vraie séparation de pouvoir entre le législatif, le judiciaire et l'exécutif, c'est difficile de faire des gaspillages. C'est vrai. Je déjeunais un jour à Paris avec une députée suédoise, alors, qui, pendant qu'elle dépense, elle te dit, elle doit, pour le café par exemple, elle ne peut pas dépasser un certain montant.
parce que c'est l'argent public. Oh, C'est qu'il y a cette conscience professionnelle. et de savoir que quand elle repart en Suède, on va la questionner. Ils étaient 2 députés d'ailleurs, qu'on va les questionner. Sur le café. Voilà, sur le café. Pourquoi ils ont pris 2 cafés? Ils ne prendre qu'un café. Pourquoi l'investisseur étranger ne veut pas investir en Afrique? Je sais qu'il y en a beaucoup déjà qui investissent. Ouais. Honnêtement, les choses sont en train de changer parce que maintenant, ils ont les bonnes informations. Mais en réalité, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que, évidemment, le pays africain prête aussi le flanc. C'est vrai qu'il y a des idées préconçues, mais les pays africains ne sont pas tout clean non plus. Il y a 3 questions que l'investisseur se pose quand il veut venir investir dans un pays. Quelle est l'opportunité d'investir? Pourquoi je viendrai au Congo et pourquoi pas au Gabon et pourquoi pas à Madagascar? Quel est le retour sur investissement auquel je devrais m'attendre? Je gagne quoi à investir au Congo, par exemple? Et 3e question, quel est le risque que je prends de perdre mon capital? Donc, ils vont faire l'analyse pour avoir les réponses à ces 3 questions. Et c'est ce que nous, on fait d'ailleurs. Et quand ils n'ont pas de réponse, ils ne viennent pas. S'ils ont 1 réponse sur 3, ils ne viennent pas. 2 réponses sur 3, ils ne viennent pas. Il faut qu'ils aient 3 réponses sur 3. Et maintenant, ils vont décider. Ça peut ne pas être positif, hein, mais ils peuvent décider de venir quand même parce qu'ils ont toute l'information. Ce qu'ils ne souhaitent pas, c'est venir sans avoir des informations. Et donc, aujourd'hui, ces 3 dernières décennies, l'Afrique a commencé à comprendre qu'il faut créer des sources d'informations analysées. Ce n'est pas dans notre réflexe. On veut tout cacher. C'est vrai. Vous voulez que les gens viennent investir leur argent et vous ne voulez pas donner les informations. Vous voulez qu'ils vous prêtent de l'argent et vous voulez cacher ce que vous allez faire avec et comment vous allez rembourser. Vous ne voulez pas dire ça. C'est vrai. Parce que même ton propre frère, s'il te dit « prête-moi 20 000 », et tu dis « mais qu'est-ce que tu vas faire avec ?» Puis il te dit « c'est pas ton problème, prête-moi, je te rembourse ». Tu vas le prêter. Tu veux savoir si tu vas pouvoir me rembourser parce que tu ne travailles pas. C'est vrai. Tu ne travailles pas, mais non, 20 000, tu m'embosses, mais tu enlèves l'argent où? Oui, tu avais déjà prêté 20 000 chez l'oncle. J'ai vu comment tu as du mal à le rembourser. Tu n'as pas remboursé. C'est vrai. Non, c'est ça aussi la crédibilité. Je dis aux pays africains souvent, votre actif le plus important, c'est votre réputation. Si vous avez une bonne réputation, vous allez accéder à beaucoup de choses. Si vous avez une mauvaise réputation, vous n'allez pas accéder aux choses. C'est vrai. Et j'ai comme l'impression que les pays africains, des fois, ça ne les dérange pas de ne pas rembourser une dette. Mais vous avez une dette et vous ne remboursez pas. Et ça ne vous dérange pas. Ou alors, si comme celui qui a prêté, il n'en a pas besoin. Alors qu'il en a besoin. On dit, oh, mais c'est des riches. C'est pas à cause de... Mais peut-être qu'ils ont des accords. Mais bien sûr. Non, dès l'instant où vous signez un document, il faut le respecter. C'est vrai. Respectez les règles. Et c'est comme ça qu'on vous... Si vous donnez rendez-vous à quelqu'un à 10 h, il vient à 11 h la première fois. La deuxième fois, donner rendez-vous à 12 h, il vient à 13 h. Enfin, vous commencez à avoir un problème avec lui. C'est vrai. À votre avis, vous, comment vous voyez l'Afrique, vous, en termes d'investissement, de stabilité économique? Je pense que l'Afrique, c'est 54 pays. Donc, il y a des approches différentes. C'est comme l'Europe aussi a des approches différentes. Mais je pense que le potentiel de l'Afrique est extraordinaire. La vraie problématique en Afrique, c'est l'organisation et la structuration. Certains pays anglophones semblent avoir pris conscience de l'importance de la crédibilité et l'importance de l'organisation et de la structuration, comme certains pays francophones aussi ont pris conscience. La vraie problématique de l'Afrique, c'est de pouvoir anticiper sur le comportement de leurs interlocuteurs, d'anticiper sur leur structuration, leur organisation, leur développement à long terme et s'organiser en fonction. On est dans le court terme. C'est vrai. On veut les choses tout de suite. On n'aime pas construire. On veut voir des résultats tout de suite. Et donc, on prend des décisions qui, des fois, affectent notre réputation. Et nous, on travaille avec des pays africains. Il y en a qui nous doivent. Nous qui devons établir leur crédibilité, ils ne nous payent pas. À un moment donné, vous vous dites, il y a un problème. Nous-mêmes qui allons dire aux gens, si vous êtes crédible ou pas, nous-mêmes, vous ne nous payez pas. Et ça ne vous dérange pas. C'est incroyable. À votre avis, le top 3 africain? Alors, pas top 3 nécessairement, mais 3 pays que je pense qui ont compris cette logique-là. Vous avez un pays comme le Botswana, qui, eux, en termes de modèle politique et modèle économique, ils sont top. Vous avez un pays comme le Rwanda, qui a compris aussi que la réputation, c'est extrêmement important. L'organisation, la structuration, respecter sa promesse.
Quand vous dites à quelqu'un, je te paye tel jour, vous payez ce jour-là. Je fais telle chose, vous délivrez. OK? En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, on a un pays comme le Bénin qui aussi est rentré dans cette logique-là. C'est-à-dire que les pays ont compris que pour ne pas avoir de ressources, mais si vous êtes crédible, vous aurez accès à des ressources illimitées. Vous pouvez être un pays à beaucoup de ressources, mais si vous n'êtes pas crédible, les gens n'ont pas envie de travailler avec vous. Personne n'a envie de travailler avec des gens pas crédibles. C'est vrai. Beaucoup de pays commencent à comprendre ça, travaillent là-dessus. Il y a des pays qui commencent à travailler là-dessus, qui viennent de loin, commencent à travailler là-dessus. Mais on a toujours ce vrai problème que je expliquais tout à l'heure. Et les pays qui fonctionnent, c'est parce que, bon, ils essaient de faire... Soit on a un leader charismatique dans un système centralisé, mais qui est clairvoyant, ou on est dans un système qui est structuré de sorte à ce qu'il y ait du contrôle et où les institutions sont fortes et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ouais. Bizarrement, vous n'avez même pas mentionné votre propre pays, la Côte d'Ivoire. En fait, la Côte d'Ivoire est un pays qui performe très bien économiquement, mais qui aujourd'hui a encore besoin de rentrer vraiment dans cette logique de structuration et de gouvernance. Il y a des évolutions, il y a des améliorations, mais il y a encore du travail à faire. Et c'est un grand pays avec beaucoup de divisions sociopolitiques qui peut-être empêchent de pouvoir réaliser ces prouesses-là. Mais je suis sûr que ça va venir. La Côte d'Ivoire a un avantage significatif, c'est que c'est une économie diversifiée, une économie qui performe. C'est sa force, ça, donc ça la rend résiliente, même si c'est à moyen terme. Mais par contre, elle a besoin de renforcer la capacité de ses propres entreprises pour pouvoir contrôler son économie. Et aussi revoir son modèle politique pour pouvoir créer une vraie séparation de pouvoir. De pouvoir, oui. Et je pense que si elle réalise ça, elle sera une bombe. Très bien. Monsieur Zézé, la politique, ça ne vous intéresse pas? Alors, ça dépend de comment on regarde la politique. Vous savez, ce que je fais, c'est de la politique. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Donc, être impliqué dans la gestion de la cité, c'est de la politique. Et vous êtes impliqué dans la gestion de la cité? Mais absolument. De plusieurs cités. Si j'influence les politiques publiques, j'influence les décisions d'investissement, mais c'est de la politique. Je pense que ce que je suis en train de faire, je fais un travail extraordinaire qui a peut-être plus d'impact que si j'étais dans la politique politicienne. Et mon destin sera ce que Dieu aura décidé. Pour l'instant, je suis extrêmement content de ce que je fais parce que l'impact que j'ai est extraordinaire. C'est vrai. Et puisque mon objectif, c'est d'avoir de l'impact, et puisque je veux présumer que l'objectif de tous ceux qui font de la politique, c'est d'avoir de l'impact, si dans ma position, j'ai plus d'impact, pour l'instant, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez des bons rapports avec les politiques de votre pays ou de l'Afrique? Oui. Même partout d'ailleurs. Je pense qu'on travaille ensemble et on est tous conscients qu'à un moment donné, il faut avoir des modèles qui permettent aux gens de ne pas s'inféoder eux-mêmes et d'avoir la latitude de faire un travail. Il y a des pays où les gens, vous avez un gouvernement, il y a 50% de personnes qui ont compris ça et qui bossent selon la feuille de route qu'on leur a donnée et qui ne cherchent pas à plaire à quelqu'un et qui arrivent à réaliser des choses. Et vous avez 50% qui passent leur vie à faire de la politique. Ils veulent plaire à tout le monde, y compris leur patron. C'est vrai. Et ils font rien. Ils font rien. Voilà. C'est vrai. On va peut-être finir avec les entrepreneurs. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux entrepreneurs? Il faut que les jeunes Africains comprennent qu'on va développer nos pays africains que par le secteur privé. La responsabilité du secteur public, c'est de créer l'environnement qui nous permet, nous, de créer nos propres opportunités. Donc, si on a des reproches à leur faire, c'est sur l'environnement qui est créé. Mais au-delà de ça, il faut que nous comprenions que c'est nous qui finançons l'État. Ce n'est pas le contraire. C'est parce que nous créons des entreprises et que nous payons les impôts que l'État a l'argent pour gérer tout ce qui est public. Donc, si nous qui sommes supposés, justement, créer de la richesse, créer de la valeur et créer des emplois, on attend l'État pour pouvoir
se substituer à nous, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Ceci dit, si on commence à avoir des secteurs privés forts, on peut influencer justement les décisions politiques. Donc, on peut influencer le politique quant à sa responsabilité d'assainir, de créer un environnement qui permet de créer plus de richesses, plus de valeur et plus d'emplois. Donc, c'est un parcours du combattant, j'entends bien. Mais c'est une responsabilité morale extrêmement importante vis-à-vis de son pays, qu'on ne doit pas déléguer à des personnes à qui on a donné mandat. C'est nous qui avons C'est nous qui donnons mandat. la prise de conscience. Vous venez Extrêmement justement, important. Voilà. vous venez justement de faire rendre compte à tous les jeunes Que c'est vous qui donnez mandat. Exactement. Donc, en même temps que vous leur donnez mandat, vous les responsabilisez parce que vous avez le pouvoir de les financer. Ils dépendent de nous. Voilà. On peut se Donc, le dire, c'est- je peux me le permettre ou pas? Non, mais absolument qu'ils dépendent. Mais qui les paye? C'est nous. Enfin, est-ce qu'ils produisent de la richesse? Ils ne produisent pas de richesse? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'ils ne produisent pas de richesse? vrai, c'est vrai. Donc, ils sont payés par nos impôts, donc ils ne produisent pas de richesse. C'est vrai. C'est nous qui produisons la richesse et eux, ils sont payés avec. C'est vrai. Mais parce qu'on a décidé ça. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça. C'est difficile, mais c'est noble de créer une entreprise, d'arriver à créer de la richesse, de la valeur et des emplois. C'est noble. Et il ne faudrait pas que nos jeunes cherchent des excuses pour ne pas assumer leurs responsabilités. C'est fort ce que vous venez de dire. Voilà. Généralement, les jeunes disent « Ah ouais, mais c'est difficile d'entreprendre en Afrique. » Je dis « Mais vous regardez le problème de la mauvaise façon. » Ce que vous devez vous poser comme question, c'est comment on réussit dans un environnement difficile. Difficile. Voilà. Franchement, merci beaucoup, Monsieur Zézé. Non, J'ai mais un je vous petit en prie. quiz de dernière minute. Ouais, Pourquoi vous d'accord. portez toujours les chaussettes rouges? Alors, je vais emprunter des cardinaux du Euh, Vatican ah, ok. qui portent que des chaussettes rouges. Sous les soutanes, on ne voit pas. Le fait qu'on ne voit pas, ça représente la puissance discrète. Mais vous, quand on les voit... Le rouge, non, on le voit que quand je suis assis. D'accord. Quand je suis debout, vous ne le voyez pas. Ok. Les chaussettes, ça représente l'humilité parce qu'on marche sur les chaussettes. Ça représente la passion, ça représente la force. Et porter en chaussettes, qui finalement, tant que vous ne mettez pas dans une position où on peut le voir, montre que vous êtes capable de contrôler votre pouvoir, de contrôler votre passion. Et c'est ça qui emmène à la sagesse. Et donc les chaussettes rouges, c'est les chaussettes de la sagesse. Même si, a priori, ça paraît comme des chaussettes de celui qui veut être flashy. Mais pourtant, On vous a déjà fait de reproches? oui, mais c'est tout le contraire. Qu'est-ce qu'on vous reproche en Afrique? Qu'est-ce que vous avez déjà entendu de Oh. mauvais sur vous? Si, on me dit que je suis bizarre. Ça veut dire quoi, bizarre? Parce que je dis ce que je pense. Quoi. Il est trop bizarre, oui. Avez-vous plus d'ennemis que d'amis? Je ne cherche pas à savoir si j'ai des ennemis ou des amis. Ce que je cherche à savoir, c'est est-ce que ce que je dis a un impact positif? Est-ce que j'arrive à transformer des vies? Il y aura toujours des gens qui vont vous détester. Hein. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas fait l'unanimité. Donc, qui suis-je, moi, pour chercher à faire l'unanimité? Non. Moi, je cherche à impacter positivement. Si sur 100 personnes, j'impacte 10, Dieu merci. Dieu merci. Voilà. Entre vous et votre épouse, c'est qui la vraie star? Alors, ma femme et moi, on n'est pas en compétition. Ah, Au contraire, moi, je suis content de voir que j'ai une femme qui évolue. D'ailleurs, je pousse ma femme à aller plus loin. Je suis le type de personne, j'ai tellement confiance en moi qu'en réalité, je ne peux pas être en compétition avec ma femme. C'est juste pas possible. Je veux que ma femme soit à mon niveau ou au-dessus de moi. Ah. Et ce qui est intéressant, c'est que si on me dit « Ah, mais ta femme, elle est au-dessus de toi », je dis « Oui, mais c'est qui elle a épousé ?» Elle m'a épousé. Oui, Voilà, donc, c'est-à-dire- l'honneur vous revient. en fait, Oui. l'honneur me revient. Oui. Plus ma femme monte, l'honneur me revient. C'est vrai. Donc, je suis très content de ce que ma femme réalise. Je suis très content du fait qu'elle soit un vrai modèle pour les jeunes africaines. Et pour moi, c'est extrêmement important. C'est ça, justement, qu'on recherche. Et je crois que c'est ça qui nous lie. Ça fait 22 ans que nous sommes mariés. Je pense que c'est ça qui nous lie. Le fait qu'on voit les choses de la même façon. Le fait qu'on a décidé de se tirer l'un l'autre vers le haut, de se soutenir, d'être toujours présents l'un pour l'autre. Dans cette configuration-là, vous pourrez rester 100 ans ensemble. C'est vrai. Mais si vous commencez à vous faire de la concurrence, enfin, il y a un problème. Là. Et pourquoi vous d'être... Parce que le mariage, comme je dis toujours, ce n'est pas une obligation. Pourquoi épouser quelqu'un pour jalouser cette personne? Ça n'a même pas de Ça n'a sens. pas de sens. Pourquoi épouser quelqu'un et vouloir que cette personne ne grandisse pas, que cette personne ne s'épanouisse pas?
Mais c'est de la sorcellerie, mon ami. Monsieur Stanislas Zezé, franchement, merci pour votre temps. Merci infiniment. Merci. On remercie les organisateurs, Arias Investissement, Monsieur Makossé, toute son équipe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci. À la prochaine.